Alors, vous me recevez bien? Oui, oui, ça va. Ouais. D'accord. Alors, je me présente. Je suis Monsieur Bambouna Kamala. Je travaille justement sur la représentation démographique des enseignants-chercheurs au sein de l'URCA. Et j'essaye de requérir l'opinion des enseignants au sein de l'URCA et éventuellement leurs expériences et leurs visions au niveau de la représentation en termes de genre. D'accord, d'accord. Oui, oui. Alors, notre entretien va porter exactement sur 4 parties. La question de départ sera naturellement de vous présenter âge, discipline enseignée, nombre d'années d'exercice, type d'établissement fréquenté. Puis, la deuxième partie va porter sur le travail, avec le travail, votre travail, ce que vous faites exactement au sein de l'académie, dans vos disciplines. Et la troisième partie sera votre vision du métier d'enseignant en général. Et Oui, mais moi j'enseigne très peu. Je suis doctorant, mais j'ai pas beaucoup de charge d'enseignement. J'ai enseigné, mais c'est en Allemagne et pas en France. oui, oui. Éventuellement, on peut parler de cette expérience-là. Si vous voulez, oui. Oui. Et puis éventuellement et du rôle par rapport votre vision par rapport à l'académie. Est-ce que l'académie, selon vous, fait assez pour la représentation en termes de genre et en termes donc c'est un peu succinctement ce sur quoi va porter notre échange. D'accord, oui. Ouais, alors déjà si vous pouviez vous présenter éventuellement à nouveau. D'accord, bon, ben, je suis Élisée Dion, je suis doctorant en histoire médiévale à l'université de Reims et à l'université de Tübingen en Allemagne. Oui. Histoire de Je sais pas, j'ai 30 ans, je suis en 1987. 30 ans. Oui. Oui. Et vous enseignez l'histoire de l'art. Et vous fréquentez quel type d'établissement actuellement? C'est l'URCA? Ah oui, je suis à l'URCA et à l'université de Tübingen en Allemagne. URCA et Tübingen en Allemagne. Tübingen, T-U-B-I-N-G-E-N. Vous avez dit T? U-B-I-N-G-E-N. T-U-B? I-N-G-E-N. I-N-G-E-N. Voilà. Ok. D'accord. C'est noté. Alors, vous avez déjà enseigné, vous m'avez dit, vous avez enseigné en Allemagne? Oui, c'est ça. Des séminaires. Ah, des séminaires, oui. Donc, vous avez formé au séminaire ou vous avez enseigné? Dans des séminaires, c'est des types d'enseignement propres à l'Allemagne où il y a beaucoup de travail en groupe avec les étudiants. Oui, oui, donc vous faites plus de travail en groupe. C'est un type d'enseignement où il y a beaucoup d'interactions, c'est pas du cours magistral. Oui. C'est l'élaboration de travail collectif. Il y a beaucoup de présentations d'élèves. Oui. Et ensuite des discussions entre l'enseignant et les étudiants. Oui, oui. Et comment cela se passe-t-il? Alors généralement, ça dépend. Non, c'est des cours d'1 heure et demie. D'une heure et demie, oui, des séances d'1 heure et demie. Des séances standards. Et ensuite, il y a quelques séances d'introduction, oui. Familiarisation au thème. Au thème, oui. Et ensuite, il y a des exercices qui sont donnés ou alors des textes qui sont donnés. Ça dépend de la forme que ça prend. Et ensuite, il y a une discussion sur l'ensemble du séminaire au sujet de ces textes-là. Entre les élèves et l'enseignant? Entre les élèves et l'enseignant, nous, on était à plusieurs. J'ai fait ça avec un autre doctorant allemand. Oui. Et donc, on préparait en aval des questionnaires qu'on donnait en même temps que la lecture des textes. Oui. Ensuite, on discutait de ces points-là. Et il y avait aussi enfin, nous on a fait ça à la fin du semestre, la présentation des travaux qu'avaient fait les étudiants sur des thématiques bien spécifiques qu'on avait élaborées avec eux en fonction de ce qu'ils avaient envie de faire. Oui. Et donc il y avait la présentation sur une demi-heure, 3 quarts d'heure par présentation, et on avait fait ça sur
sur 8 heures, réparties sur 2 journées de 8 heures. travail. Oui. Et Était-ce en... donc c'était une sorte de mini-colloque. Ah, d'accord. Était-ce en marge du programme officiel ou alors... Non, c'est dans le programme officiel, je crois qu'ils avaient 6 crédits, 6 unités pour ça, Ah oui, avec des étudiants de master. 6 unités pour ça, ouais. Oui. Et ça portait sur l'histoire. Sur l'histoire médiévale plus particulièrement, et sur les textes, les manuscrits Oui, dans lesquels sont transmis des savoirs cosmologiques, tout à fait. des compilations, des choses comme ça. Et cette activité-là, C'est sur l'encyclopédisme en particulier au Moyen-Âge. d'accord. Et cette activité-là a été animée par vous et votre collègue de la même discipline? Oui, c'était animé par nous et également en coordination avec notre directeur de thèse Oui, commun. tout à fait. Un de nos 2 directeurs de thèse, moi j'étais directeur de thèse, un à l'URCA et un dans cette université allemande. Oui. Voilà. Et lors de cet échange-là, était-ce avec un collègue homme ou femme? C'était un doctorant. Un doctorant, oui. Oui. Donc un homme. Oui. Et la fréquence de telles formations, elle peut être, c'est chaque année que vous les avez faites ou alors Non, moi je l'ai fait juste une fois. juste une fois? Mais oui, si, je l'ai fait juste une fois. Oui. Oui, quel regard portez-vous sur ce type d'enseignement, de formation Je pense que c'est très formateur et très, ça forme l'esprit critique beaucoup et l'interrogation que peuvent avoir les étudiants sur la recherche, sur un sujet. Il y a beaucoup plus d'implication des étudiants dans le processus de production. Oui. Et pour ce type de formation-là, quelles ressources mobilisez-vous lorsque vous le faites? Ça dépend. En fonction des séances, on avait des thématiques, donc il y avait parfois simplement du texte. Et quand on convoquait des images, on travaillait beaucoup avec le numérique et les bibliothèques numériques en ligne. Oui. Donc, type Gallica pour la Bibliothèque nationale, Saint-Gall pour des bibliothèques avec un gros fond numérisé. Oui. Voilà. Et ces séances pourraient mobiliser combien d'élèves, combien d'étudiants à peu près? Ouais, c'est des séances avec un nombre d'étudiants assez limité parce que dès que c'est un peu trop grand, ça permet pas en fait d'interaction. Là, on était, je pense, je crois qu'on était une petite vingtaine. Une vingtaine, oui. Ça permet de faire plusieurs groupes comme ça de travail à trois élèves au sein du cours et puis ensuite revenir sur un format où tout le monde échange en plénum, quoi, en séance ouverte. Tout à fait. Et dans ces échanges-là, est-ce que vous avez senti une certaine dynamique, un certain intérêt des étudiants, en l'occurrence? Ouais, ça dépend parce qu'en fait dans le système allemand, il y en a qui devaient faire cette formation, cette unité, ils devaient la faire parce qu'ils préparent une sorte de concours pour devenir professeur en collège lycée. Oui. Donc ils devaient faire cette formation-là ou un type de cette formation-là. Donc ceux-là, ils n'étaient pas toujours là par intérêt purement pour la thématique, mais parfois plutôt par intérêt par nécessité. Mais il y en avait d'autres qui étaient là aussi par intérêt pour la thématique, mais dans l'ensemble, il y avait un intérêt certain pour la matière parce que on essayait aussi de proposer des choses qui étaient qui n'étaient pas toujours, par exemple, reliées au texte, mais qui proposaient aussi de voir d'autres aspects, en l'occurrence des manuscrits, donc l'image, par exemple, la matérialité des objets manuscrits. Donc il y avait une certaine diversité. Tout à fait. Et pour accéder à cette formation-là, il leur faut être de quel niveau?
Je crois que le niveau, c'était dernière année de licence ou master. Master, ok. Il faut déjà avoir, il faut déjà avoir réussi quelques semestres. Parce qu'en Allemagne, ça fonctionne, c'est un peu à l'anglo-saxonne, ça fonctionne plus par semestre Parfait. que par année. D'accord. Et qu'ont-ils expérimenté comme changement ou rencontré comme changement au niveau de votre implication? Ont-ils eu Ils ont eu quoi? qu'ont-ils pu expérimenter comme changement au niveau de votre approche pédagogique? Est-ce que vous êtes inscrit en droite ligne de la façon de fonctionner des Allemands, ou alors moi, étant donné que j'ai presque plus étudié en Allemagne qu'en France, que j'étais assez familier de ce genre de manière de procéder en séminaire comme ça, avec beaucoup d'échanges entre les étudiants et les enseignants. oui, j'ai pas vraiment apporté de manière française, on va dire, de faire de la pédagogie, même si au début, moi, j'étais beaucoup plus pour faire et là, pour le coup, c'est un atavisme un peu lié à l'enseignement universitaire français. C'est-à-dire que j'ai voulu faire à un moment des séances d'introduction avec un peu plus de contenu, donc un peu en cours magistral, mais on n'a même pas fait ça, on a fait autre chose, hein. oui, Donc voilà. Non, j'ai adopté totalement la manière de faire allemande, oui, qui est beaucoup plus dans la modération finalement entre et dans la direction de discussion plutôt que dans un rapport très hiérarchique entre enseignants et étudiants. il est très prononcé en Allemagne par rapport à la France, De quoi? le rapport hiérarchique. Non, justement, il est beaucoup plus français qu'allemand. Il est beaucoup, ok, d'accord. Et quel est votre point de vue si jamais on devrait le calquer au système français? Est-ce que vous préféreriez le système allemand ou le système français? En les séparant comme ça et en disant, je sais pas si je choisirais entre les deux ou si je relèverais simplement des aspects positifs aux deux et négatifs aux deux. Je pense qu'ils ont chacun des mérites et chacun des points faibles. Oui, Dans certains cas, ça peut être aussi intéressant d'avoir un rapport comme ça un peu plus, on va dire, un rapport plus de contenu, donc où l'enseignant est plus frontal et en même temps le rapport à l'enseignement allemand beaucoup plus, on va dire, un peu plus horizontal et qui est là depuis le secondaire. En fait, en Allemagne, il produit l'effet que les étudiants sont beaucoup plus impliqués dans le cours qu'on peut l'être en France, notamment à l'université. oui. Voilà. Et vous avez le sentiment qu'il serait, si on devrait importer ce système, il pourrait être complémentaire au système français, ou il pourrait... Oui, il pourrait être complémentaire, mais il faudrait le faire entrer en jeu beaucoup plus en amont. C'est-à-dire que si on le fait intervenir, par exemple, à l'université française, ou dans l'université, comme ça, je suis pas sûr que ça puisse tout le temps prendre. Oui. Parce que les étudiants, parfois, à mon avis, seraient un peu n'ont pas cette culture-là, ou beaucoup moins cette culture-là, vraiment, d'échanges beaucoup plus forts avec les enseignants que les Allemands ont déjà quand ils sont au collège et au lycée. Oui. Donc il y aurait une certaine... il faudrait en passer parfois par un peu de... Donc, à votre avis, les France de la élèves... part des étudiants pour pouvoir s'arracher à leur métisme. Oui. Donc, à votre avis, les élèves allemands, les étudiants allemands échangent plus avec les enseignants que les étudiants français avec leurs enseignants. Oui, c'est parfait. Oui, je pense qu'ils interagissent, enfin, ils communiquent plus et ils sont moins bridés par ce qu'on peut parfois voir en France. Les étudiants n'osent pas toujours prendre la parole. Oui. En Allemagne, mais en Allemagne, je crois que ça, je l'ai pas expérimenté parce que j'étais pas au lycée en Allemagne, au gymnasium, mais je
pense que c'est une culture comme ça de l'interaction particulière entre les enseignants et les élèves qui a les plus qui imprègne plus le système éducatif allemand que le système éducatif français. Oui. Voilà. Donc, et vous est-il déjà arrivé de vouloir de tester ici en France éventuellement cette approche il se pratique déjà, vous m'avez dit? Oui, parfois, mais ça avec plus ou moins de succès. Ça se pratique aussi dans les grandes écoles. Les grandes écoles. À l'ENS, il y a des séminaires, etc., qui sont donnés avec ce format-là. Oui. Mais moi, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'expérimenter. Je ne sais pas si j'enseignerai en université française. Donc, oui, oui. je ne sais pas. Mais je pense que c'est faisable avec des groupes d'élèves restreints. Si, c'est forcément faisable. C'est faisable. Au demeurant, ça ne se passe pas toujours très bien non plus en Allemagne. Des fois, c'est difficile. L'interaction ne prend pas toujours. Oui. Donc, il faudrait peut-être que le système allemand épouse un peu plus du contenu du système français. Non, les deux, je pense que... Non, je sais pas, moi. Je sais pas, c'est en fonction des groupes étudiants qu'il y a en classe. Oui. Le système allemand, il fonctionne plutôt bien tel qu'il est, en tout cas dans le contenu. Les séminaires, notamment, ils ont aussi des cours magistraux dans lesquels il y a un professeur qui parle et des étudiants qui prennent des notes. Mais là, c'était vraiment un contenu particulier qui est celui du séminaire, quoi. Tout à fait, oui. Et de façon générale, quelle est votre approche de la pédagogie de façon générale, comment concevez-vous la pédagogie maître, enseignant, professeur, enseignant, étudiant? Je sais plus comment je la considère, je sais pas. Je pense que, je sais pas trop en fait. Oui. Un mélange d'autorité de la part d'enseignants étant donné que Oui. c'est dans la figure de transmetteur, mais en même temps une implication et l'idée de quand même essayer de mettre l'étudiant dans une démarche de critique et de critique de recherche, quoi. Oui. Donc voilà, donc c'est pas mal de discussions entre enseignants et étudiants. Oui, une implication de la part de l'élève ou de l'enseignant? De la part de l'élève, oui. Enfin, un mélange des deux, étant donné que l'implication de l'élève, elle peut aussi être induite par la manière d'organiser le cours et de... Oui. Donc tout dépend de l'enseignant, certainement. Donc tout dépend, oui. Tout part de l'enseignant. En partie, oui. Oui. En partie, donc, l'enseignant et de l'organisation du cours. Tout à fait. Et en termes de communication, en termes de transmission, et en termes de transmission, c'est-à-dire comment l'enseignant devrait-il procéder pour transmettre éventuellement son cours, être certain qu'il a bien fait, qu'il a fait de façon... Je sais pas, moi j'ai pas une grande expérience là-dedans, je sais pas trop, mais ou alors comment je sais pas, je pense qu'en maîtrisant simplement bien son sujet et ce qu'on veut transmettre et en preuve d'un peu d'originalité, on peut toujours essayer de rebondir sur certains aspects et permettre d'embrayer sur une discussion. Ouais. Ensuite, peut-être à l'enseignant d'essayer de diriger les discussions vers des points qui peuvent justement présenter un intérêt et souligner des aspects qui vont être bénéfiques au sein de la discussion aux étudiants, quoi. Tout à fait. Et si on entrait de façon spécifique dans la matière que vous avez donnée, c'était en l'occurrence l'histoire de l'art, et ça portait sur quoi? Non, c'est pas l'histoire de l'art, là c'était sur l'encyclopédisme au Moyen-Âge, donc des types de recueils, des types de manuscrits particuliers dans lesquels il y avait la transmission d'un savoir sur le monde.
transmission d'un savoir sur le monde, dans l'encyclopédie. Et Ouais, voilà. comment cela était-il organisé L'étape 1, c'était l'élève devait acquérir quelles compétences. L'étape 2? Oui, on avait dressé ça, on avait fait un petit plan comme ça au préalable pour essayer de borner un peu ce qu'on voulait faire. Donc, je sais plus exactement ce que c'était. Oui. Je sais plus exactement ce que c'était. On avait essayé de, je sais plus exactement ce qu'on avait défini comme point pédagogique et de contenu, mais on s'était focalisé sur 3 points, 3 époques particulières au Moyen-Âge. Oui. Et on avait aussi délimité certains points de réflexion sur ce qui est réflexion sur l'idée de savoir, sur ce qu'est le savoir, Oui. sur les spécificités du médium sur lequel on travaillait dans ce cours-là. Donc, ce genre de choses. D'accord. Et alors, pour changer un peu et revenir à notre sujet, comment concevez-vous un enseignant-chercheur? Avez-vous déjà côtoyé des enseignants-chercheurs? Comment concevez-vous le métier d'enseignant-chercheur? Le métier d'enseignant-chercheur, je me représente pas comme quelque chose d'assez évident. Je n'ai pas bien suivi. Comment? Je n'ai pas bien suivi. Je me représente pas, enfin, vous me demandez la manière dont je conçois le métier d'enseignant-chercheur. Oui, oui. Alors, je le considère comme quelque chose d'assez plaisant et finalement peu gratifiant dans l'état actuel des choses. Oui. Peu valorisé. Bien que valorisant, mais peu valorisé. Peu valorisé, oui. Voilà, beaucoup de travail, de promesses pour pas grand chance de voir par exemple une titularisation. Oui, oui. Donc voilà. Beaucoup d'administratifs, énormément de papiers à remplir. Ah ouais, beaucoup plus administratif, ouais. Ouais, je me représente ça comme quelque chose de très administratif. Enfin, pas très administratif, mais de plus en plus administratif et bureaucratique. Oui, oui, de plus en plus administratif et bureaucratique. Ouais. Il y a des obligations bureaucratiques qui se mettent, qui deviennent très importantes. Oui. Donc voilà. Et en termes de recherche en laboratoire, moi, je n'ai pas vraiment de recherche. Je vais pendant un laboratoire, mais je travaille pas en laboratoire. Comment concevez-vous leur travail en termes de recherche en laboratoire et de publication et autres? Moi, je le conçois, on peut dire que je suis dans 2 laboratoires, à la fois en France et en Allemagne, mais les 2 m'offrent un cadre conceptuel et un espace de réflexion commun que je peux avoir avec d'autres chercheurs. Oui. Et en même temps, à travers ces axes de recherche et les colloques ou journées de recherche qui peuvent être organisées dans ces cadres, Oui. dans ces 2 cadres, à la fois français et allemand, ça me permet parfois de publier un article. Oui. Ou d'organiser une journée de recherche avec des crédits qui sont là. Oui. Donc voilà, ça permet d'échanger, d'élaborer une méthodologie ou des outils conceptuels, des instruments conceptuels, et puis ça permet aussi de faire des choses à plusieurs, que ce soit des journées d'études, des colloques, ou bien du travail éditorial commun, ou voir s'offrir un article dans un recueil d'actes. Oui. Et avez-vous déjà eu à travailler en collaboration avec un collègue de l'autre sexe? J'ai ma directrice de thèse et d'autres textes avec lesquels je travaille beaucoup. Mais bon, c'est pas sur des... Si, j'ai organisé une journée d'études, mais je l'ai organisée seule. Oui. J'ai invité des chercheuses. Oui. Donc, voilà. Je fais pas forcément de distinction entre les deux, en fait. Oui.
entre les chercheurs et les chercheurs, je vois pas de choses particulières à noter. Enfin, je vois pas, en tout cas, quand j'en parle, de choses particulières qui distingueraient les unes les uns des autres. Oui. Voilà. Et avez-vous une expérience particulière d'une activité menée en collaboration avec une chercheuse ou une étudiante, une enseignante chercheuse? On a préparé une sorte de petite séance thématique avec une collègue doctorante et un doctorant. Oui. On avait fait une séance comme ça thématique de 3 heures avec l'ensemble du collège doctoral de l'université allemande dans laquelle je suis. Oui. Et donc voilà, on avait organisé quelque chose comme ça de 3 heures. Et ça portait sur quoi? Ça portait sur quoi? Ça portait sur le concept... je crois que ça portait sur le concept de savoir... ouais, je crois que c'était le concept de savoir, je sais plus, c'est le concept sociologique de savoir et de pouvoir symbolique. Oui. Savoir et pouvoir, je crois. Et ça, donc, Savoir et pouvoir symbolique. Oui, pouvoir symbolique, oui, et puis pouvoir affectif derrière. Oui, oui c'est ça. D'accord. Et quel était l'apport de cette collègue-là? Quelle était sa contribution? Était-ce... Sa contribution, en fait, il n'y avait pas de contribution distincte. On a chacun, on a tous ensemble travaillé sur le sujet de manière, on a travaillé de manière commune et ensuite on a chacun préparé un texte particulier qu'on a ensuite soumis au travail collectif. Oui. Donc on avait chacun, donc à côté de l'élaboration d'un texte commun, on avait chacun un texte de référence sur lequel on devait être un peu le spécialiste, quoi. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc du coup, elle s'est occupée de son texte, et moi du mien et l'autre doctorant du sien. Oui, oui. Et si je devais revenir au niveau de l'enseignant-chercheur, quelles sont, à votre avis, les attentes qu'on pourrait espérer d'un enseignant-chercheur? En termes de quoi? En termes de carrière, en termes de conditions de travail Oui, carrière, conditions de travail, rôle souhaité, et ainsi de suite. Je sais pas, je pense qu'il y a à la fois l'aspiration à de la reconnaissance, que ce soit de la reconnaissance symbolique et de la reconnaissance matérielle, oui. En termes de valorisation. Valorisation, transmission. Matérielle. Oui, et puis une certaine forme de sécurité aussi. Sécurité oui, sécurité. Au niveau de la carrière? Au niveau de la carrière, au niveau du statut, au niveau de la sécurité matérielle, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs. Donc plus valorisé en termes d'acquisition de salaire et d'acquisition des fonds pour la recherche, éventuellement. Voilà, ça, et valorisé en termes symboliques aussi, en reconnaissance. Oui. Et reconnaissance, oui. Reconnaissance, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on met quand même souvent en doute les compétences et le travail, notamment, parfois, je trouve des scientifiques, par le biais d'évaluations de plus en plus rapprochées, évaluation de comité extérieur, évaluation administrative du travail mené par le biais de critères type publication, etc. Oui, oui. D'accord. Et pensez-vous que, en termes de représentativité, les hommes sont mieux lotis que les femmes ou c'est l'inverse? Ça, je sais pas. Je pense moi, j'ai du mal à... Je pense qu'il faut... Une femme, elle saura sûrement mieux répondre, et d'autant plus si elle est enseignante-chercheuse. Oui. Moi, j'ai pas mieux pu voir. Je peux difficilement donner autre chose qu'une opinion qui sera sûrement pas très juste. Moi, j'ai du mal à... Je ne peux pas vous répondre là-dessus. D'accord. Et pouvez-vous vous expliquer le fait que
par exemple, au sein de l'URCA, il y ait plus de doctorants que de doctorantes? Ben, je sais pas. Comment expliquer? Est-ce qu'elles sont sont-elles discriminées? Sont-elles victimes? Je pense pas que ce soit de la discrimination, mais par contre, c'est une forme de discrimination qui est plus... Sont-elles empêchées? Non, pas empêchée, mais c'est... Ou alors c'est juste une sorte, un fait d'orientation, de filière? C'est peut-être de la filière, c'est peut-être une orientation dans la filière, mais je pense pas que ce soit des discriminations, on va dire, actives, mais par contre, je pense qu'il y a toute une série d'effets sociaux liés à la place de la femme. À la place de la femme, Oui, qui font que finalement, il y a moins de candidatures de manière générale en doctorat. oui. Dans certaines filières, elle part perdante ou bien? Peut-être qu'elle pense. Oui, peut-être qu'il y a le sentiment de partir perdante, de pas avoir. Je sais pas, oui, peut-être. Oui. Donc c'est une sorte d'autocensure alors. Elle s'autocensure. Oui, mais du coup, c'est un effet de la domination symbolique. Tout à fait. Et comment pensez-vous, selon vous, comment peut-on remédier à ce sentiment-là? Comment peut-on amener les femmes vers plus de filières où elles sont moins représentées? Quels sont les moyens qu'on pourrait mobiliser pour éventuellement les amener ou les motiver dans ce sens? Je ne sais pas quelles mesures concrètes on pourrait prendre. Je pense que c'est aussi des choses qui touchent exclusivement l'université, mais qui sont beaucoup plus larges, donc qui nécessitent des moyens qui dépassent ceux de l'université en fait, et l'université elle se place toujours un peu trop, elle arrive toujours un peu trop tard parfois pour résoudre ce genre de problème. Oui. Donc il revient. Et pensez-vous que le ministère ou l'académie fait assez pour les femmes, pour leur représentativité, pour leur orientation, pour... Dans la matière, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas vraiment comment le ministère fonctionne là-dessus. Oui. Je ne sais pas. Donc, il revient aux femmes de revendiquer ou alors la société devrait s'impliquer un tout petit peu? Les deux. Les deux? Les deux, j'ai une dialectique entre les deux. Ouais. Donc, si on revenait donc au niveau de l'académie, est-ce que vous connaissez un peu l'académie bref, l'URCA, quoi? Est-ce que vous connaissez un peu? Oui, j'ai été en licence et en première année de master. Oui. C'est la seule expérience que vous avez eue avec l'URCA? Non, je suis toujours doctorant en fait, donc D'accord. Encore des rapports réguliers avec l'université. Une histoire de l'art? Non, en histoire, tout court, histoire médiévale. Histoire médiévale. Voilà. Et comment trouvez-vous votre directeur de thèse? C'est un homme? Je veux dire, je fais très bien. C'était C'est une femme ou c'est un homme? Oui, c'était une femme. Oui. Donc c'était ma directrice de mémoire quand j'étais à Reims et je suis parti ensuite en Allemagne et je suis revenu. Et donc voilà, j'ai continué avec elle. Oui. Et comment trouvez-vous sa façon de travailler? Avez-vous déjà expérimenté les deux directeurs de thèse, hommes et femmes, au cours de votre... Oui, mon directeur de thèse allemand, c'est un homme. C'est un homme? Oui. Et comment trouvez-vous les deux approches au niveau du travail pédagogique? Dans le cadre d'un doctorat, je trouve que les approches sont toutes les deux interpersonnelles. Oui. Je connais mieux ma directrice de thèse, donc on a plus de facilité sur certaines choses, à mon avis. Mais c'est relativement
similaire. En fait, on a déjà fait des séances de travail à trois, donc quand on parlait de chapitres de ma thèse Oui. à trois, donc autour d'une table, et ça il n'y avait pas de grande différence. Oui. Dans des... à 3, c'est-à-dire? C'est-à-dire je leur avais envoyé un chapitre de ma thèse, Donc, et ensuite on en a discuté tous les trois autour d'une table. La directrice de thèse vous, votre directeur de thèse française et votre directeur de thèse allemand. Voilà. Oui. Mais la plupart du temps, sinon, je discute beaucoup plus de ma thèse avec ma directrice de thèse française qu'avec mon directeur de thèse allemand. Oui, d'accord. Et comment trouvez-vous les deux approches Je les trouve sensiblement proches, si ce n'est que je suis beaucoup plus... si ce n'est que mon sujet est un peu plus proche des thématiques de l'époque de ma directrice, donc j'en parle beaucoup plus avec. Oui. Et de ce fait, et je la connais depuis beaucoup plus longtemps, donc j'ai plus de facilité à en discuter avec elle. Oui. Voilà. Donc votre vision du travail avec votre directrice française est plus aisée et plus... Oui, plus facile, oui. Plus facile. Et peut-elle mieux faire? Si oui, comment pourrait-elle procéder? Peut-être mieux faire, je sais pas. Non, mais ça va très bien. Donc, c'est des discussions, donc on en discute de manière très franche et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, quoi. Oui. J'ai une question, je lui pose s'il y a un truc qui ne va pas, elle me le dit. Oui. Donc elle est disponible? Ça dépend. Parfois, il y a un peu d'indisponibilité due à des charges de travail qu'elle a en raison de ses obligations en termes de recherche et de direction. Oui. Ok. Et en termes de communication? C'est-à-dire communication entre nous deux? Oui. Ça se passe très bien. Et vous? Aimez-vous, lorsque vous êtes en posture d'enseignant, aimez-vous communiquer, le contact humain? Ça va, mais j'aime pas quand il y a trop de monde. Ah ouais, donc vous pas préférez... particulièrement à l'aise dans des configurations où il y a beaucoup de monde. Oui. Voilà. Je comprends mieux pourquoi vous préférez des groupes restreints. Oui, quoi que ça dépend. Je pense que quand on a bien préparé son cours et quand on est en configuration de cours magistral, Oui. j'aimerais pas particulièrement non plus. D'accord. Et pensez-vous qu'il soit utile pour un enseignant de savoir communiquer? Oui, je pense, oui. Dans quel sens et comment? Je sais pas, dans... Quelle approche de la communication devrait-il avoir, pourrait-il avoir Je sais pas, une communication assez claire, alerte aux... Ouais, une communication assez claire, quoi. C'est clair, oui. Éventuellement, utiliser des moyens modernes pour que les élèves... Oui, pourquoi pas, oui. Par exemple, des présentations PowerPoint, des trucs comme ça. Oui. Et puis, le reste, quoi. Oui. Différents médiums. Oui. Et entre autres médiums, vous pensez à... Je sais pas, donc, il peut y avoir de la musique, par exemple, on sait jamais, ça peut toujours intervenir. Oui, la musique au niveau de la transmission des savoirs. Oui, par exemple, je pense que dans certains cas, on peut aussi étudier, par exemple, dans le cas du Moyen-Âge, les chants grégoriens, donc là, ça peut être utile quand même. Oui. Si on est par exemple dans de l'architecture, on travaille sur des monuments, on peut aussi faire entendre un peu la manière dont on résonne des chants qui sont dits dans un espace particulier et qui ont une dimension religieuse. Oui. Donc, le son peut aussi entrer dans l'appareil didactique. Oui, oui, dans l'approche didactique, d'accord. Maîtrisez-vous l'anglais?
Je me débrouille. Je me maîtrise pas très. Oui, et pensez-vous que l'anglais soit utile Ouais, je pense que toutes les langues sont utiles en soi, donc oui, je pense que l'anglais, ça l'est, oui. au niveau de la recherche, indispensable, pas indispensable C'est important, mais ça dépend pourquoi. Je pense que dans la science, ce qu'on appelle une science dure, c'est indispensable. Oui, Après, dans les sciences humaines, c'est important. oui, Mais c'est important de savoir la lire, quoi. oui. Mais indispensable, oui, peut-être, ouais. Pas forcément. Important, oui. Et qu'est-ce qui vous a amené dans l'histoire de l'art et l'histoire médiévale en l'occurrence? Une série de hasards, je sais pas, j'ai bien aimé quand j'en ai fait, donc c'est tout. Ça m'a porté de fil en aiguille Oui. sur cette période. Et vous avez fait un master en... J'ai fait un master en histoire et un master en philologie en Allemagne. Oui. Voilà. Et ça vous a amené en doctorat Oui, c'est ça. au niveau de l'histoire médiévale. Oui. Je vois. Ben, on a bientôt fait le tour des différents thèmes. Je ne sais pas si vous avez éventuellement envie de parler d'un point qu'on n'a pas abordé, en l'occurrence votre vision par rapport à votre discipline particulièrement et comment vous aimeriez éventuellement ou préféreriez qu'il soit transmis, enseigné Non, je n'ai pas particulièrement de choses à dire sur ce sujet. Oui. Et au niveau J'ai rien qui me vienne à l'esprit en fait. Donc, oui. Et au niveau de l'académie l'académie, alors c'est-à-dire toute l'académie de Reims Champagne-Ardenne. Oui. En supérieur ou alors vraiment aussi en secondaire et en primaire? Les actions entreprises au niveau du supérieur, les actions entreprises au sein de l'académie, est-ce qu'elles favorisent l'émancipation des femmes, la représentativité des femmes Ça, je sais pas, ce que je peux en voir via les mails que je reçois par exemple. Oui. J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de mails qui parlaient de ces sujets-là. Voilà, pas particulièrement. Après, étant donné que je suis un garçon, peut-être que si, je remarque pas. Hein. Et quelle est votre vision de du rapport de genre entre hommes et femmes? Quelle est votre vision de ce rapport-là? Mon rapport, moi, je sais pas. Dans l'absolu, je suis plutôt pour mon rapport. Moi, je pense que je sais pas, mais je pense qu'il y a une certaine forme de domination masculine dans la société. Oui. Et donc, il y a des choses que je peux pas vraiment concevoir en tant qu'homme sur la situation et la condition féminine dans la société parce que je ne vis pas certaines choses qu'elles vivent. Oui. Donc, à partir de ce postulat, je pense qu'il y a des choses que les femmes doivent entre elles, une forme d'auto-prise de conscience que les femmes doivent faire de leur côté. Oui. Parce qu'il y a des choses simplement qu'un homme ne peut pas éprouver parce qu'il n'est pas dans la même situation sociale et que vouloir je sais pas, qu'il y ait une forme d'égalitarisme comme ça sans voir les causes, les conséquences et les implications que ça peut avoir. Enfin, les raisons qu'il y a derrière ça. En gros, s'il doit y avoir, pour atteindre une certaine forme d'égalité, il faut qu'il y ait aussi une forme de prise de conscience de groupe des femmes, de laquelle les hommes soient en partie exclus. Enfin, c'est-à-dire cette prise de conscience, elle peut pas. J'ai du mal à me représenter quelque chose où l'homme soit encore une fois au centre de cette prise de conscience, ou alors soit
partie prenante de cette prise de conscience. Il doit l'être aussi, mais ça fait une sorte à un autre niveau encore. Oui. Et on devra éventuellement sensibiliser au genre très tôt ou essayer d'ouvrir les esprits vis-à-vis de ça quand les élèves sont au supérieur, au secondaire. Ouais, je pense qu'il faut essayer de sensibiliser à ces problématiques assez tôt, oui. Oui. Faut pas attendre l'université. Donc éventuellement, et au niveau des programmes, par exemple. Oui. 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 Les programmes de quoi? Les Le programmes programme scolaires. de l'enseignement secondaire. Oui. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Je crois qu'il y a des problèmes, enfin il y a des thématiques du genre qui ont été introduites dans les derniers programmes, mais après je sais pas à quoi ça ressemble. Et dans l'histoire de l'art et de l'art médiéval, quelles sont les représentations? Elles sont féminines ou masculines? Ou c'est un peu des deux? Ou alors est-ce La représentation de quoi? des images, en termes Ça dépend des sujets. et de personnages? Ça dépend. Ça dépend des thématiques. Ça dépend des thèmes iconographiques. Oui. La figure féminine au Moyen-Âge, elle est relativement connotée quand même dans l'ensemble de manière assez négative, même si paradoxalement il y a la figure de la Vierge Marie qui est une figure extrêmement positive et associée à l'Église. Oui. Mais donc tout ça, mais il faudrait parler d'un sujet en particulier. Mais sinon, oui, on se retrouve dans un schéma de domination où la figure féminine en tant que femme, en tout cas la femme en tant que femme, quand elle se présente en tant que femme, est souvent négative. Même s'il y a l'anti-modèle qui serait la Vierge Marie, qui est une figure féminine, mais qui est extrêmement positive. Oui. Voilà. Et en général, elles sont connotées négativement et sous-représentées. Pour parler des images sur lesquelles je travaille dans mon sujet de thèse, il n'y a presque aucune représentation féminine, parce que c'est des représentations d'ailleurs des scènes d'enseignement dans lesquelles il n'y a que il n'y a pas beaucoup de laïcs non plus, il y a essentiellement des clercs. Et les clercs sont des hommes et pas des femmes, enfin ceux qui s'estiment à devenir prêtres. Oui. Ou moines. Il y a une surreprésentation masculine. Ouais. Donc la femme n'est pas du tout représentée à ce niveau. Non, elle l'est pas du tout. Elle l'est beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais sur certaines thématiques, elle l'est. Oui. Et pourriez-vous encourager particulièrement la représentativité positive de figures féminines? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on essaye de trouver éventuellement des maris, comme vous avez suggéré d'autres maris. Le problème, c'est que l'iconographie, elle est ce qu'elle est, mais il ne faut pas créer de nouvelles choses, il faut faire à partir de ce qui existe. Oui. Donc, mais si, il y a il y a quand même pas mal de programmes de recherche en histoire médiévale, en histoire de l'art, qui intègrent les problématiques du genre. Oui. Donc, c'est des thématiques qui sont déjà intégrées depuis quelques décennies, enfin, 20 ans. D'accord. Voilà. Je veux vous remercier beaucoup. Nous sommes presque au terme de notre échange. Je veux vous remercier de votre participation et de m'avoir accordé De rien. un peu de votre temps. De rien. Merci à vous et bon courage dans le traitement de toutes vos informations et de vos autres entretiens. Merci beaucoup et je vous ai envoyé naturellement un consentement et lors de la transcription, le travail sera anonymé naturellement. D'accord, oui. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.